Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier numéro de podcast initié par Cézanne et dédié au sujet de la e-santé et en particulier aujourd'hui avec un sujet autour de la e-santé mentale. J'ai l'honneur et le privilège de recevoir Palmyre Roy. Palmyre, bonjour. Bonjour Ilès. Bienvenue, merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce tout premier numéro, un numéro pilote. On est ravis d'initier cette démarche aujourd'hui de podcast. Et on va traiter d'un sujet un peu particulier, le sujet de la santé mentale. Alors ma toute première question, qu'est-ce que ça vous évoque aujourd'hui quand on parle de la santé mentale ? Eh bien, je dirais que la santé mentale, c'est la capacité qu'on a à pouvoir relationner au monde, aux autres, à soi-même, sans souffrance, ou en tout cas un minimum de souffrance. Très bien. Et aujourd'hui, donc, pour vous présenter un peu plus, vous êtes donc aujourd'hui la coordinatrice, la responsable du tiers-lieu d'expérimentation MindLink, un tiers-lieu d'expérimentation qui est porté par le GHU de Paris-Sainte-Anne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce projet, sur la genèse de ce tiers-lieu ? Bien sûr. Donc c'est un tiers-lieu d'expérimentation qui a une petite année maintenant. On est lauréat de la deuxième vague de l'appel à projet tiers-lieu d'expérimentation qui est opéré par la Caisse des dépôts et qui vise à apporter des terrains d'expérimentation à des entreprises innovantes pour pouvoir co-construire des dispositifs en e-santé mentale. Et donc, pour expliquer aussi à nos auditeurs, qu'est-ce qu'un tiers-lieu ? Quel est l'objectif qui est visé derrière la création d'un tiers-lieu et quelle est sa composition, son organisation, les membres qui composent cette organisation de tiers-lieu avec également, j'imagine, un ensemble de partenaires aussi avec qui vous travaillez. Dites-nous un peu plus sur ce sujet. Alors pour revenir sur la première partie de votre question, un tiers-lieu, c'est dans l'origine un lieu de sociabilité. C'est un terme qui a été inventé par Oldenburg, qui est un sociologue américain, qui a mis ce terme en place pour pouvoir définir un troisième lieu qui ne serait pas celui du travail ni celui du domicile, qui a été ensuite repris par Antoine Burette, qui est un sociologue français, et qui a été ensuite repris par le groupement d'intérêt public France Tiers-Lieux, qui est un peu l'opérateur de tous les tiers-lieux en France. Et leur définition à eux, c'est de dire que c'est des espaces qui permettent de mutualiser des compétences, d'hybrider des activités, de réunir un collectif engagé pour pouvoir favoriser la coopération. Donc ça prend différentes formes. Ça peut être des Fab Labs, des espaces de coworking, des friches culturelles. Voilà, c'est un peu protéiforme. Et à Sainte-Anne, c'est un espace qui prend place au sein d'un consortium. Donc effectivement, il y a le GHU Paris Psychiatrie qui est chef de file et on a 8 partenaires avec lesquels on a répondu à cet appel d'offres. Donc on a le groupement d'intérêt public Cézanne, on a la Poste Santé Autonomie, donc ça c'est vraiment pour l'expertise en e-santé mentale. Ensuite, on a un autre groupement hospitalier qui est Paul Guiraud. On a l'INSERM et Paris Santé Campus. Donc ça nous permet aussi de réunir des institutions hospitalières qui délivrent des prises en charge ambulatoires et hospitalières et aussi d'avoir des compétences en recherche clinique, médicale, scientifique et en innovation. Et puis, on a aussi Psycom, qui est un site d'information en santé mentale. Et on a des associations d'usagers qui sont la Maison Perchée, qui est une association basée sur la pérédance, et l'UNAFAM, qui est l'Union familiale des familles. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui a motivé le GHU pour justement créer ce tiers-lieu ? Et ma deuxième question concerne également l'existence d'autres tiers-lieux sur cette thématique. Est-ce qu'il en existe d'autres ? Et est-ce que vous travaillez avec eux également sur ces sujets ? Ou est-ce qu'il y a une spécificité propre au territoire de la région Île-de-France qui fait que vous travaillez de manière individuelle ? Expliquez-nous un peu cette coordination ou pas que vous avez mis en place avec les autres acteurs qui composent aussi qui travaillent sur ces sujets-là au quotidien. Alors la volonté du GHU, elle était multiple. Je pense qu'elle était d'abord d'avoir un lieu de vie au sein du GHU qui fait un peu office de Living Lab pour pouvoir accueillir les personnes concernées par un trouble, les aidants, et les faire rencontrer avec des professionnels de santé, des médecins et des entreprises innovantes en dehors de services de soins pour pouvoir favoriser l'échange et la coopération autour de projets. C'est aussi une manière pour le GHU de pouvoir travailler
travailler avec des entreprises extérieures et de pouvoir coopérer avec eux, collaborer pour pouvoir se placer aussi en tant que leader de la e-santé mentale de demain. Et effectivement, il y a d'autres tiers-lieux d'expérimentation. En fait, on est 25 sur les 2 premières vagues. Il y a une 3e vague qui vient de sortir, ils sont 11. Donc on est 36 en tout. Et on n'est pas nombreux en santé mentale. On a le Vinatier, qui est un centre hospitalier sur Lyon, qui lui a le tiers-lieu Digimentalie, qui est aussi donc spécifiquement en santé mentale, qui traite de troubles psychiques. Et on a le CHU de Bordeaux aussi, qui est un tiers-lieu qui traite de sujets du neurodéveloppement. Et on cherche actuellement à voir comment on pourrait travailler en collaborant au sein de nos tiers-lieux, puisqu'on ne touche pas exactement les mêmes territoires, en fait. Nous, on est vraiment sur le territoire francilien. Et par ailleurs, on a eu aussi des annonces au niveau national pour nous dire, voilà, pour nous présenter aussi le sujet de la santé mentale comme étant un sujet de grande cause nationale. Est-ce que ça influe aussi votre perspective d'évolution, votre approche de ce tiers-lieu, ou est-ce que ça renforce finalement les idées de développement que vous aviez initiées avant ces annonces politiques? Comment vous, aujourd'hui, vous envisagez de traiter ces sujets-là par rapport aussi à l'échelle et à la dimension plus nationale de ce sujet? Alors on a accueilli avec beaucoup de joie le fait d'être grande cause nationale, puisque la santé mentale aujourd'hui, selon le ministère de la Santé, elle touche 1 personne sur 5, donc soit 13 millions de Français. Et particulièrement les 15-25 ans, surtout depuis la crise du Covid, on sait que ça a beaucoup touché la jeune génération et que ces chiffres ne dégonflent pas depuis. Donc c'est primordial de pouvoir traiter de cette cause-là. Et il y a beaucoup de moyens qui sont mis en place. Donc les tiers-lieux d'expérimentation, ils font partie du plan France Relance, qui était déjà une manière de mettre beaucoup de moyens dans l'accélération de la e-santé. Et il y a 2 grands défis qui viennent de sortir en même temps que l'annonce de cette grande cause nationale. Il y en a une qui est spécifiquement sur le bien vieillir et un autre qui sont sur les dispositifs numériques médicaux en santé mentale. Et donc ça permet en fait de mettre d'autant plus de moyens pour pouvoir accompagner ces porteurs de projets. Et nous, on accueille ces porteurs de projets pour pouvoir en fait les accompagner en leur donnant accès à une file active de personnes concernées, que ce soit des personnes concernées par un trouble psychique ou du neurodéveloppement, ou que ce soit des professionnels de santé. Et ça fait le lien, je vous remercie, parce que ça fait le lien effectivement avec la dimension d'innovation aussi que porte ce projet-là. En quoi est-il innovant selon vous et qu'est-ce qui le démarque aussi d'autres projets de ce même type? Qu'est-ce qui en fait que c'est un projet original par ailleurs? Alors on pourrait discuter de est-ce qu'un tiers-lieu, s'il est à l'hôpital, il est vraiment tiers. Je pense qu'au contraire, il peut être vraiment tiers au sein de l'institution et c'est là qu'il devient innovant. C'est qu'il permet au sein de cette institution une rencontre qui n'aurait pas lieu si ce tiers-lieu n'existait pas. Donc ça, je pense que c'est avant tout pour ça qu'il est innovant. Aussi, il est innovant d'ailleurs en commençant par son consortium qui compose le tiers-lieu, des acteurs qui n'auraient pas forcément l'occasion de se parler non plus en dehors de ce contexte-là. Et je pense que c'est innovant de pouvoir mettre en fait en relation des professionnels de santé, des personnes concernées par un trouble et des aidants dans un contexte qui est différent du contexte dans lequel ils se rencontrent habituellement et pour pouvoir travailler ensemble, main dans la main, sur la construction de projets. Et puis l'innovant aussi, donc le tiers-lieu en ce moment attend son lieu qui est en construction. Donc c'est un lieu qui va prendre place sur le site de Sainte-Anne. Il faut savoir que le GHU Paris Psychiatrie Neurosciences a une centaine de sites sur Paris et aussi aux alentours, donc sur le territoire francilien. Et donc il prendra place sur le site de Sainte-Anne. Il fera environ 100 mètres carrés. Il y aura un espace central qui sera modulable pour pouvoir accueillir différents types d'événements, soit des tables rondes, des conférences. Il aura un espace Fab Lab, donc de fabrication numérique, avec des coupeuses laser, imprimantes 3D, un studio vidéo et audio, et puis une salle de réunion. Donc ça, c'est aussi un espace très atypique au sein d'un hôpital qui va du coup pouvoir permettre l'élaboration de projets qui n'auraient pas lieu sans ce lieu. Tout à fait. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez aussi eu une expérience avec d'autres structures, d'autres porteurs de projets que vous avez accompagnés
depuis la création de ce tiers-lieu. Aujourd'hui, quelle est la contribution de ces porteurs de projets? Et puis, qu'est-ce qui est envisagé par la suite dans le cadre de ce tiers-lieu, et notamment en matière de sélection de porteurs? Alors, on accompagne actuellement 2 porteurs de projets. On a un projet qui s'appelle Luciole, qui est à destination des soignants travaillant de nuit. Donc, c'est un casque de réalité virtuelle qui leur permet en fait de gérer leur taux d'anxiété en étant plongés dans des univers différents, et qui a pour objectif d'améliorer leur qualité de sommeil et donc la qualité des soins. Et on a un autre dispositif qui est une application à destination des personnes souffrant d'épisodes dépressifs caractérisés pour pouvoir les accompagner avec un module de psychoéducation qui permet en fait d'avoir de l'information qui est vérifiée par des professionnels de santé, d'avoir un module de thérapie digitale, et à terme l'objectif c'est d'avoir un module de diagnostic sur cette application. Et puis là, on vient de lancer un appel à projets pour pouvoir sélectionner des nouveaux porteurs de projets. On n'a pas thématisé cet appel à projets pour pouvoir laisser la porte grande ouverte. L'idée étant de sélectionner des porteurs de projets qui s'adressent soit à des personnes concernées par un trouble en adressant à une pathologie spécifique, soit en adressant une solution qui permet d'améliorer la qualité de vie des soignants au travail, soit un dispositif qui permettrait de faire le lien ville-hôpital. Donc soit avec des outils qui permettent de faire le lien entre les institutions hospitalières et des libéraux, soit le lien en soutenant les aidants des personnes concernées. Et donc aujourd'hui, dans votre approche, vous souhaitez vraiment vous positionner en particulier sur ces thématiques-là? Ce serait votre souhait aujourd'hui? Alors c'est plutôt des axes, puisqu'on adresse plutôt à des usagers plus qu'à des thématiques. Ouais. Quand on avait déposé à l'appel à projet, on avait 3 grandes thématiques qui sont toujours d'actualité, et qui sont d'actualité au sens large pour la santé mentale, qui sont la prévention, la détection et la remédiation cognitive. Mais on a co-construit en fait cet appel à projet avec des usagers, des aidants, des professionnels de santé, que ce soit des soignants, que ce soit des médecins, aussi avec des chercheurs aussi en laboratoire de recherche, que ce soit de la recherche clinique ou de la recherche en sciences humaines et sociales. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'autres thèmes qui était aussi très important. Et donc, on a préféré ne pas thématiser cet appel à projet pour pouvoir voir aussi les thématiques, nous, qui ressortent en fait du terrain, voir comment ça pouvait rencontrer des thématiques portées par des porteurs de projets innovants. Et par ailleurs, vous avez aussi co-construit cet appel à projet avec les membres du consortium. Cézanne en fait partie. Et aujourd'hui, donc, dans ce processus de sélection, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les délais, sur les dates de lancement de l'appel à projet, de la clôture, comment candidater? Voilà, dites-nous en termes de procédure, comment, pour que les porteurs de projets qui nous regardent ou qui nous entendent puissent candidater facilement. Donc, il a été ouvert le 20 novembre. Il est ouvert jusqu'au 15 janvier. La candidature se fait sur un dossier de candidature. Donc, la candidature se fait en deux étapes. La première étape, c'est un dossier de candidature que les porteurs de projets donc, doivent renvoyer avant le 15 janvier. Ces dossiers de candidature sont étudiés par un comité de sélection donc, qui est composé de membres de consortium, des experts donc, du numérique en santé, comme Cézanne. On a aussi des professionnels de santé, que ce soit donc, des soignants ou des médecins. On a des usagers, des aidants, des experts aussi de laboratoires de recherche. Et on étudiera du coup ces dossiers de candidature, et ceux qui seront sélectionnés seront invités à venir présenter leur projet lors d'une présentation orale devant le comité de sélection, où il y aura aussi des questions-réponses. Et on sélectionnera, là, sur cet appel à projet, au moins 3 porteurs de projets pour pouvoir les accompagner sur l'année 2025. Effectivement, donc c'est important de préciser toutes les modalités qui englobent cet appel à projet. Donc votre souhait, c'est de sélectionner environ 3 porteurs pour
maximiser la qualité de l'accompagnement, j'imagine, c'est dans cette perspective-là de restreindre potentiellement le nombre de porteurs à sélectionner pour offrir un gage de qualité. C'est un peu la démarche. Alors disons qu'au début, en tout cas, ce sera 3 porteurs de projet, mais ça ne nous empêche pas aussi de répondre à des demandes au fil de l'eau. Pour moi, en tout cas, ça a été important lors de ma prise de poste de mettre un appel à projet en place pour pouvoir en fait décider de manière collégiale des critères de sélection des projets. C'était un peu un prétexte aussi de pouvoir mettre tout le monde autour de la table et pouvoir décider. C'est pas moi qui décide de l'entrée d'un projet au sein du tiers-lieu. Et on pourra réfléchir ensuite au fil de l'eau à d'autres accompagnements de projets qui pourraient nous approcher. Et on a aussi la volonté d'accompagner des professionnels du GHU ou des professionnels des membres du consortium. Donc ça peut être Paul Guiraud par exemple, ou pourquoi pas des projets qui viendraient de la Maison Perchée ou de d'autres membres du consortium. Donc là, on répond aussi de plus en plus à des demandes, donc pour l'instant en interne, pour voir comment on peut accompagner des projets innovants qui sont portés directement par des professionnels du GHU. Avec aussi une démarche de conduite du changement, d'apporter aussi cette expérience-là, et avec des terrains d'expérimentation qui permettent effectivement d'être au cœur de la démarche avec les usagers dans la co-construction. Et donc aujourd'hui, ça fait partie de ces objectifs et d'avoir cette capacité à pouvoir apporter une expertise métier, une expertise des acteurs qui composent ce consortium. Et donc, à terme, d'avoir des entrées de porteurs de projets qui soient plus réguliers, avec un processus plus affiné, plus allégé. C'est un peu dans la compréhension, vous me confirmez si c'est bien. Oui, tout à fait, c'est ça. Et effectivement, la démarche aussi, c'est de pouvoir faire vraiment rencontrer ces deux mondes. Donc, de pouvoir apporter des terrains d'expérimentation à des entreprises innovantes qui ont des technologies qui sont souvent très abouties, mais qui ne peuvent pas vérifier les usages de leurs dispositifs et qui potentiellement développent un outil qui ne sera pas adopté par la suite. Et en même temps, de pouvoir accompagner l'hôpital dans cette montée en compétences sur ces nouvelles technologies qui sont moins connues et de pouvoir en fait avoir un rôle un peu de pédagogie et d'acculturation pour que ces deux mondes en fait puissent se parler. Le tiers-lieu a un peu un rôle de facilitateur entre ces entreprises innovantes et les usages et les connaissances métiers qui sont détenus par l'hôpital. Et donc aujourd'hui, le délai de clôture de l'appel à projet, c'est à quelle période, pour être précis? Alors du coup, on clôture les candidatures sur dossier le 15 janvier. Le 15 janvier. Et on étudie les dossiers pour ensuite recevoir les personnes qui auront été présélectionnées le 12 février lors du comité de sélection pour une présentation orale. Une présentation orale sous forme de pitch? Oui, tout à fait. Un peu ce format-là. C'est ça, et de pouvoir aussi permettre au comité de sélection de pouvoir poser des questions à ces porteurs de projets. Et aujourd'hui, si un porteur de projet souhaite candidater, comment doit-il procéder? Il y a une adresse email à laquelle envoyer sa candidature, le site internet, comment Oui, c'est cela? C'est ça. On a les documents de l'appel à projet, donc le cahier des charges et le dossier de candidature, qu'on peut retrouver soit sur le site de Mindlink, donc mindlink.fr, soit sur le site du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences aussi. Les documents sont sur les deux sites, et puis on peut aussi retrouver ces éléments sur notre page LinkedIn. C'est parfait. Juste une petite dernière question avant qu'on se quitte. Les profils des porteurs de projets, vous prévoyez d'accompagner des entreprises essentiellement, ou ça peut être aussi des associations, des acteurs publics? Est-ce que vous limitez le champ à une typologie d'acteurs ou pas? Alors non, on ne limite pas le champ aux typologies d'acteurs. D'ailleurs, sur le dossier de candidature, on a laissé la possibilité à des personnes de pouvoir candidater sans avoir forcément de structure, pour vraiment ne pas fermer les portes. Là, spécifiquement sur cet appel à projet, on cherche quand même des projets qui sont assez matures, qui ont déjà potentiellement des financements. Mais ça ne nous empêche pas, nous, de recenser quand même toutes les candidatures de cet appel à projet et de réfléchir à d'autres modalités d'accompagnement si jamais ils ne sont pas lauréats de l'appel à projet et que le projet, en fait, est pertinent pour nous. En fait, un projet pertinent pour nous, c'est un projet qui répond aussi aux besoins que nous, on recense au sein du GHU Paris Psychiatrie ou au sein du consortium qui réunit tous nos partenaires. C'est parfait. Je vous remercie beaucoup, Palmyre, pour ces échanges. C'était
Très intéressant. On invite maintenant tous les acteurs de la e-santé mentale à se manifester. Et venez candidater, on sera ravis de vous accueillir. On serait ravis de vous accueillir, de vous accompagner et d'échanger avec vous sur les différentes thématiques. Je vous laisse le mot de la fin. Est-ce que vous avez un message particulier à faire passer ou est-ce que vous souhaitez tout simplement appeler à avoir un maximum de candidats qui se manifestent? Par ailleurs, je tiens à préciser que Cézanne, effectivement, fait partie du consortium. Aujourd'hui, on va aussi apporter notre expertise sur le plan de la e-santé. Donc, n'hésitez pas, dans les commentaires de cette vidéo, à vous manifester si vous avez un quelconque intérêt pour les sujets portés par le tiers-lieu ou par Cézanne. C'est une première aussi pour nous d'initier ce format podcast et ça nous permet aussi d'interagir avec la communauté. Donc, n'hésitez pas, si vous avez les moindres questions, on vous répondra dans les commentaires. Voilà, si je vous laisse le mot de la fin, si vous avez un élément à ajouter. Je dirais qu'il y a beaucoup de dispositifs en e-santé et en e-santé mentale qui sont développés et que ça me paraît primordial d'aller vérifier le plus tôt possible les usages de ces dispositifs et d'être sûr qu'ils répondent vraiment à un besoin et que pour ça, on est l'acteur idéal pour pouvoir rencontrer les personnes qui seront concernées et qui seront les usagers demain de ces dispositifs et vérifier les besoins pour que ces solutions soient adoptées et qu'ils puissent rencontrer un marché par la suite. C'est bien noté, le message est passé. Merci beaucoup Palmyre. Merci à vous pour l'invitation. Merci à toutes les auditrices et tous les auditeurs pour avoir écouté ce tout premier podcast qui donnera, je l'espère, naissance à d'autres épisodes spécialisés sur des thématiques. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours. On pense que c'est aussi intéressant d'interagir avec la communauté de Cézanne. Donc si vous avez des remarques particulières ou des thématiques que vous souhaitez voir être traitées dans les prochains épisodes, n'hésitez pas. Merci à vous et à très bientôt.